de la deuxième colonne, Alfred Bouvier, et on le voit encore une fois là à la gauche, toujours de la ligne. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il me semble que les papeteries de Zaventem et la belgo-canadienne Paul Van Peek et compagnie, c'est un peu pour faire partie de ce groupe de personnes très importantes en Belgique. Donc nous allons devoir creuser un petit peu plus. Et je suis certaine qu'il était fourré encore à droite et à gauche dans l'une ou l'autre banque. Et c'est une recherche qui n'est pas facile à mener parce que rares sont les entreprises dont les archives ont été conservées et sont accessibles. En tout cas, ça nous prouve qu'Alfred Bouvier était un homme d'affaires avisé, qu'il avait énormément de relations et qu'il avait aussi énormément d'ambition. En fait, cette posture qu'il a ici, cette position, ça lui va comme un gant. Alors, il y a donc à la fois la générosité et l'action philanthropique qui a valu aussi bien à Alfred Bouvier qu'à Laure une médaille du comité national. Mais Laure Bouvier, elle a quelque chose de plus que son mari. Et elle a reçu une autre médaille, la médaille Reine Elisabeth, pour ceux qui, pendant la guerre, avaient contribué à soulager les souffrances et avaient contribué à soigner les blessés et les malades. Donc cette médaille était décernée à ceux ou celles, médecins, infirmiers, infirmières, qui avaient travaillé au moins 1 an pour soigner les autres. Ça nous dit quelque chose au sujet de l'empathie de Laure pour ceux qui souffrent. Alors maintenant vient une histoire triste. Le cadet, le fils cadet des Bouvier, Jacques, certainement le plus doué des 2 garçons, était étudiant à l'université de Gand, à la faculté des sciences, au moment où la guerre a éclaté. Il est tout jeune, il n'est pas appelé sous les drapeaux parce qu'il n'avait pas 21 ans encore. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au mois de novembre, il s'est proposé comme volontaire, donc il s'est engagé à l'armée. Il a réussi à gagner Londres, le pays étant déjà occupé. Il a réussi à traverser la frontière. Et il a ensuite, comme il était intelligent, on voyait en lui un futur sous-officier. Donc on l'a d'abord invité à suivre une formation de 8 mois au camp d'Auvour, en France, où il a passé ses examens avec succès et est devenu sergent. Et puis seulement, il a été conduit au front, au pire endroit, évidemment, le front de l'Isère, la région de Dixmude. Il a rejoint le 4e régiment des chasseurs à pied. Et après 10 mois de combat dans les tranchées, il a été frappé par un obus près de Dixmude et il est décédé dans la nuit du 20 au 21 mai 1916. Alors, quelle douleur évidemment pour les parents. C'est certainement une chose dont on se remet très très difficilement, dont on se remet peut-être jamais. Donc ce deuil a poursuivi, en particulier, nous pensons que Laure surtout a été affectée toute sa vie, et les parents avaient à cœur de rappeler toujours le décès tragique de leur fils, mort glorieusement à Dixmude, et chacun de leurs gestes de générosité était accompagné d'un message que c'était en hommage à leur fils décédé.
Il a été enterré évidemment sur place, provisoirement. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment les parents ont-ils appris cette nouvelle? Il faut savoir que les contacts entre les soldats et leurs familles étaient très difficiles. Pourquoi? Parce que la poste ne fonctionnait plus, il n'y avait pas moyen de mettre une lettre à la boîte, et donc à la rigueur, on avait des nouvelles par des courriers privés, par un tel qui avait rencontré un tel qui avait appris que. Cependant, dans le cas des Bouvier, ils avaient des relations dans toutes sortes de cercles. Et le document que vous avez sous les yeux est un échange de lettres entre deux ministres, le ministre de la Guerre, Périer, et le ministre Charles de Broqueville. Et Périer écrit à Broqueville: « Notre pauvre ami commun, Alfred Bouvier, vient de perdre son fils volontaire de 21 ans. En réalité, il se trompe, Jacques Bouvier avait 22 ans, mais peu importe. Tué héroïquement à Dixmude le 20 mai 1916. » Bon, donc cette lettre est écrite 3 semaines après le décès de Jacques Bouvier. Les ministres étaient déjà au courant. Et on imagine mal qu'il n'ait pas mis au courant les parents qui étaient de leurs amis. Par ailleurs, en dessous, vous voyez de la même plume que la lettre, c'est un petit mot toujours de Périer, qui dit ceci: « Jacques Bouvier, tué à Dixmude dans la nuit du 20 au 21 mai 1916 par une bombe au moment où il se précipitait pour tenter de porter secours à des camarades menacés, soldats volontaires. » Et même ce qui suit est intéressant. Fils de monsieur Alfred Bouvier, Washer. Ce qui nous apprend que le nom de Washer, il n'y avait pas que Alfred Bouvier qui était une célébrité. On dit monsieur Alfred Bouvier Washer, ce qui est quand même très bizarre. Monsieur Alfred Bouvier s'appelait monsieur Alfred Bouvier, pas monsieur Alfred Bouvier Washer. Mais on va le voir tout à l'heure encore. À chaque fois, on parle de monsieur et madame Bouvier Washer. Le nom de l'or ne peut pas manquer. Enfin, une image d'un texte qui a été certainement écrit relativement rapidement après le décès de Jacques Bouvier et qui orne la tombe. Pas la tombe définitive, parce qu'au moment où ce texte est écrit, le jeune homme est enterré à Adinkerque et il restera là jusqu'en 1925. En 1925, on l'enterre au cimetière de Bruxelles à Evere. Donc la dernière ligne indique inhumé à Adinkerque. Le deuil, je vous le disais tout à l'heure, s'accompagne du devoir de mémoire, de la volonté de lui rendre hommage. Après la Première Guerre mondiale, on a décidé de consacrer un musée à l'armée. Le musée de l'armée date des années d'après-guerre. Et à ce moment-là se présente un antiquaire établi à Londres avec une magnifique collection de tambours, des tambours historiques qui ont servi dans des régiments anglais, australiens et canadiens. Et on indique sur chaque tambour le nom des batailles. Et ces tambours ont servi une dernière fois pendant la Première Guerre mondiale. Mais le musée de l'armée n'avait pas de quoi les acheter. Et ce sont Alfred et Laure Bouvier-Washer qui ont
donné la somme qui a permis d'acquérir ces magnifiques tambours que vous pouvez toujours admirer au musée de l'armée, dans la salle consacrée à la Première Guerre mondiale. On a retrouvé la lettre de remerciement du musée, et donc on sait que les parents ont explicitement mentionné qu'ils achetaient ces tambours en hommage à leur fils tombé à Dixmude. Ja, en laatste dia voor dit deel. We keren terug naar naar 1915. Veel soldaten die aan het front gekwetst waren geraakt, waren ook invaliden. Er moesten been afgezet worden, er moesten armen afgezet worden enzovoort. Ze werden in Londen heel goed onthaald en heel goed verzorgd. Nooit is ons land zo populair geweest als in 1915. Het was nog het begin van de oorlog. De Engelsen hadden zelf nog niet geleden onder de oorlog. Maar zij hadden zoveel empathie met dat kleine land België, met het leger dat vocht als leeuwen aan de IJzer. Dus wij hadden de naam Poor Little Belgium. En in België, in Londen, op dat moment, waren er een aantal Belgen aanwezig en die zagen het gebeuren dat die invaliden goed verzorgd waren in ziekenhuizen. Maar waar moesten ze naartoe als ze uit het ziekenhuis waren ontslagen? Ze liepen gewoon doelloos rond in de straten en ze hadden geen onderdak. En op dat moment is een kleine vereniging gesticht dat de naam ASIP droeg. Asile des Soldats Invalides Belges. De naam in het Nederlands heb ik niet vaak ontmoet, maar bestond effectief te huizen voor Belgische verminkten. Geen mooie vertaling, maar zwart. Dus wat wou die vereniging doen? Ze hadden een dubbele doelstelling. Eerste doelstelling, tijdens de oorlog wilden ze logies verschaffen aan de invalide soldaten nadat ze uit het ziekenhuis kwamen. Maar ze hadden een tweede doel voor na de oorlog, want zij hadden al meteen door dat die invaliden nooit hun vroeger beroep opnieuw zouden kunnen uitoefenen. En hoe konden ze dan hun woning betalen, hun huishuur? Dat was echt een probleem. En dus was een tweede doelstelling, ASIP zou na de oorlog, als de soldaten terug naar hun familie, bij hun familie waren, zouden ze ervoor zorgen dat ze gratis een woning ter beschikking zouden hebben, zodanig dat ze een waardig bestaan konden leven. En zij vonden het echt een plicht om dat te doen, omdat het land zoveel verschuldigd was aan deze invaliden. En zo komen we aan het derde deel, na de oorlog. En nu is het de beurt aan het. Après la guerre. Avant de vous parler des ASIP, je dois vous parler du parc Parmentier. Le gouvernement belge, qui se trouvait à Sainte-Adresse en France, près du Havre,